Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte d'aujourd'hui, on parlera bien sûr de peut-être le plus gros upset de l'histoire du MMA français, Jordan Zebo qui gagne par KO face à Baysangour Chamsudinov Baki. On parlera également de la victoire de Aboubakar Yunusov lors de son combat pour la défense de sa ceinture à l'ARES. On parlera aussi de la carte UFC au Canada où Manon Fiorot s'est incliné par KO, où Charles Jourdain a gagné avec un énorme coup de genou sauté, où Brendan Allen a gagné face à Rainer Derrider. Bref, un gros épisode de Fighters, on a beaucoup de choses à parler et franchement, hâte de regarder tout ça aujourd'hui. Les amis, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, à partager ce podcast aux amateurs de sport de combat qui aiment bien, parce que j'espère que ce podcast vous plaît, donc n'hésitez pas à le partager si vous aimez bien, et donc n'hésitez pas les amis, ça fait toujours plaisir, et puis ça remercie mon travail, donc ça fait plaisir. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté. Peut-être que ce combat, vous ne l'attendiez pas, vous en avez entendu parler, mais vite fait. En tout cas, vous n'avez pas pu louper ça. Jordan Zebo qui gagne par KO face à Baysangour Chamsudinov. Les amis, c'est pas pour manquer de respect à Jordan Zebo, mais je pense que beaucoup de personnes, y compris moi, ne croyaient pas en Zebo. C'est pas du tout pour lui manquer de respect, bien sûr, chaque combattant est différent, mais je vous en avais déjà un peu parlé lors des précédents podcasts. Pour moi, Jordan Zebo, punaise, j'ai un peu de mal. En fait, c'était un Baki qui était un peu moins bon dans tous les domaines, donc voilà, je le voyais vraiment pas gagner. Mais alors, gagner par KO, mais alors les amis, je sais pas l'état combien la cote par Jordan Zebo KO, mais franchement, elle devait être énorme. Déjà que la cote de Zebo était énorme tout court. Franchement, c'était un énorme upset. Je m'y attendais vraiment pas, mais je pense que comme tout le monde, je pense qu'on a tous une leçon à tirer de cette victoire, c'est que Jordan Zebo, c'est un bonhomme, parce que punaise, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête ces derniers temps, depuis sa défaite face à Cédric. Il y avait tout le temps des mauvaises ondes autour de lui. Personne ne croyait en lui, et j'avoue que même moi, j'ai jamais contribué à ce harcèlement, parce que pour moi, c'est complètement débile, bien sûr. Mais je ne voyais jamais Jordan Zebo gagner ce combat face à Baki. Baki, en plus, il parlait beaucoup avant le combat pour vendre ce combat. C'est normal, il voulait le vendre. Donc voilà, il disait que Jordan Zebo se faisait défoncer à l'entraînement. Entre autres, il disait pas ça, mais il disait que voilà, il était très faible lors des sparring. Il disait que c'était un petit combat avant l'autre gros combat qui allait être en décembre. J'aimerais bien voir ce gros combat. Je pense pas qu'il y sera. Je pense pas qu'il y aura un autre gros combat du coup. Mais voilà. Donc pour moi, il y avait vraiment un gros mismatch. Pour moi, Baki était vraiment à des années-lumière de Zebo. Et finalement, plutôt surpris quand même. Alors, je suis un. Comment dire? Je n'ai pas Canal, donc je n'ai pas pu voir le combat malheureusement. J'ai pu voir seulement le résumé que vous pouvez voir tous sur YouTube. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce combat parce que il y a des spécialistes, pardon, qui vont avoir vu le combat, qui en parleront bien mieux que moi. J'ai quand même des petites choses à dire de ce que j'ai vu. Tout d'abord, donc bien sûr, Jordan Zebo c'est pas incliné, au contraire, il a gagné par KO face à Baysangour Chamsudinov au round count. Voilà, au round count, Jordan Zebo il a gagné. Alors, la construction du KO est plutôt intéressante. Si vous regardez, je pense que vous avez forcément vu les vidéos. Il part d'un switch kick, donc vraiment sa jambe avant en high kick. Ce high kick, il a dû sonner Baki, je pense. Je pense vraiment qu'il a dû sonner ce coup. Puis après, il commence à être un peu sur le reculoir. Et on en parlera lors de l'analyse un peu superficielle du combat. Mais Zebo, il a quand même un striking un peu particulier, des coups qui ont des trajectoires un peu spéciales. Et en fait, lorsqu'il essaye de suivre Baki, il envoie juste une salade. Il envoie une salade de coups. Il y a quelques coups qui touchent. Baki commence à être sur le reculoir. Il commence à être adossé au grillage. Et puis là, il se prend son bras arrière plein menton. Il tombe, Baki commence à être désarticulé, vraiment son bras il part un peu dans tous les sens. C'est un KO qui est pas très beau à voir, enfin dans le sens où il m'a fait un peu mal pour Baki. Je me suis dit putain, il a vraiment déconnecté. Donc Zebo doit taper très très fort, mais on en reviendra un peu sur l'analyse du combat. Mais c'est vrai que du coup ouais, très 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 surpris, surtout sur la physionomie du combat. En fait là on s'approchait d'une victoire à décision de Baki. Baki avait pris un peu les rounds, c'était serré, mais Baki était quand même un peu meilleur. Donc voilà, c'était plutôt serré de toute façon. Sur le scoring, comme je vous ai dit, moi je peux pas vraiment me prononcer. Ce que j'ai noté sur un peu les analyses techniques, c'est que le striking de Zebo, c'est pas ça. Les amis, même si ce KO vient du striking, il y a quand même des petites choses à noter, notamment les high kicks pour Zebo qui sont plutôt pas mal, plutôt rapides. Même les jambes de Zebo sont pas mal globalement, mais je vais en parler. Mais ouais, le striking, surtout les points de Zebo, c'est quand même compliqué, les amis. Franchement,
je sais pas comment dire, il est quand même plutôt rigide et en même temps, il a une grosse amplitude, mais c'est pas propre, c'est pas académique en tout cas, ça c'est sûr, c'est pas académique, c'est pas de l'anglais ce qu'on retrouve. Il a ces genres des fois des coups de poing marteau qui frappent. Normalement, on doit bien visser le poing quand on frappe. Bah là, des fois, il envoie juste un coup de poing marteau, c'est un peu étrange. Il le fait lors de la séquence du chaos notamment. Il a une garde qui est vraiment très très haute. Dès que Baki mettait la pression, il levait directement les mains. Et du coup, il y avait tout son flanc qui était ouvert, tous ses flancs, sa ceinture abdominale qui était apparente. Si vous avez vu le combat de Imavov contre Borayo, c'était la même chose. Dès que Imavov mettait la pression face à Kaio, bah Kaio relevait directement les mains. Et là, il y avait vraiment toute la ceinture abdominale qui était apparente. Bah là, c'était la même chose. Et d'ailleurs, notamment, pas mal de fois, Baki en profitait pour essayer de taper au corps. On voyait bien des crochets qui passaient, qui faisaient grimacer Zebo. Mais bon, ça n'empêchait pas qu'il arrivait à rester toujours debout. Donc, plutôt intéressant ce travail de Baki de combinaison. J'en parle un peu plus tard, mais c'est vrai que Zebo, voilà, un jeu de jambes plutôt pas mal de low kick, pas mal de high kick, plutôt rapide, des feintes de middle, des feintes de pointe qui font réagir Baki. Ça, c'était intéressant. Baki qui faisait pas mal de takedown, mais qui n'arrivait pas à garder Zebo au sol. Alors, soit c'est Zebo qui a une bonne défense au sol et qui arrivait à se relever, qui était très fort, ou soit c'est Baki qui avait un petit point faible sur le contrôle. On l'avait vu également face à Doumbé où il n'arrivait pas à le contrôler, mais Doumbé avait aussi bien travaillé sa défense de lutte, donc ça faut voir. J'ai envie de donner un point fort à Zebo sur le fait qu'il arrive à ne pas se faire contrôler. Par contre, sur Baki, on a quand même des bons points positifs, notamment sur les combinaisons d'anglaise qui étaient plutôt rapides et variées. Je m'explique. Il arrivait souvent à toucher la tête, puis après il finissait au corps, ou l'inverse, ou des feintes. Et donc on a vu pas mal de fois des coups touchés de la part de Baki, notamment le crochet au corps. Hein, je vous en ai parlé un peu précédemment. Pas de contrôle au sol, voilà, je vous l'ai dit, pas mal de fois il arrivait à faire tomber Zebo, mais il n'arrivait pas à le contrôler. Et globalement, c'est ce que j'ai noté sur le combat, donc un striking un peu mitigé de la part de Zebo, qui n'a pas empêché de mettre KO Baki. Baki qui a essayé quand même de mettre beaucoup de pression, notamment sur le début du combat. Il explique cela car il avait peut-être une petite blessure et donc il voulait terminer ce combat. En tout cas, c'est ce que j'ai noté pour ma part. C'est ce que j'ai noté sur ce combat. Je ne vais pas en dire trop non plus. Donc bien sûr, hein, je laisserai les spécialistes en dire un peu plus sur ce combat. En tout cas, c'est tout ce que j'avais noté hein, pour cette opposition entre Baki et Zebo. Bien sûr, j'ai été très très surpris de ce KO de Zebo. Cela relève vraiment, comment dire, d'une très très grosse puissance, d'une très très grosse force de caractère de la part des Zebo parce qu'il avait quand même beaucoup de pression sur les épaules. Baki également, mais là, franchement, on peut tous tirer notre chapeau à Zebo et c'est vraiment un gros exemple d'humilité. Je reviendrai pas forcément très longtemps non plus sur son discours d'après combat, mais voilà, il vient de battre Baki par KO. La première chose qu'il fait, c'est s'excuser, donc c'est vraiment magnifique. Magnifique parce qu'à côté, voilà, lui, il parlait pas. Il s'est entraîné très très dur, Baki également, hein, mais ce soir, c'est lui qui a gagné. J'ai également beaucoup adoré la réaction de Baki, qui a pris notamment un gros KO, mais il est resté dans la cage, il a parlé, il a dit bon les amis, bah moi je suis humain aussi, hein, donc on peut perdre, c'est pas grave, c'est comme ça, on reviendra plus fort, et c'est vrai, parce qu'en fait, souvent on a tendance à dramatiser un KO. Alors, d'un point de vue de santé, c'est dramatique. Que ce soit bien clair, un KO, c'est comme si demain vous avez un accident de voiture. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un gros choc, donc c'est dramatique. Mais sur l'aspect sportif, si vous voulez prendre un KO, bah, c'est comme perdre un match de foot. Alors forcément, on a perdre un match de foot 1-0 et perdre un match de foot 3-0. Ça, on est totalement d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Baki a juste dit, bon bah les amis, j'ai perdu, c'est comme ça, on reviendra plus fort. Voilà. Et j'ai apprécié cette réaction. Il a dit, voilà, Baki a été plus fort que moi, voilà, bah, c'est comme ça. Et il a raison, c'est exactement ça. C'est bien de l'admettre que juste ce soir, bah, Baki a été moins bon que Zebo. Et donc voilà, ça arrive, on peut chuter, le plus important c'est de se relever. Et je ne doute pas de la volonté de Baki, de Baïsangour à revenir encore plus fort. En tout cas, je tiens à saluer bien sûr les deux réactions qui étaient vraiment très très inspirantes pour tout le monde. Hein. On a tous besoin de prendre des petites claques d'humilité parfois. Également, bah, toutes les personnes qui se moquent de Baki car il a dormi entre guillemets. Bah, pour moi, c'est des personnes qui n'ont rien à faire dans ce milieu du sport, qui ne font, j'espère, pas de sport, parce que s'ils font du sport, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que sont les valeurs de sport globalement, qui apprend justement l'humilité, qui apprend que faire le premier pas, c'est le plus important.
Donc voilà, c'est plutôt décevant de voir tous ces gens qui s'acharnent sur Baïsangour car il a perdu, sous prétexte qu'il a beaucoup parlé, alors que bah, s'il n'avait pas parlé, on aurait peut-être beaucoup moins entendu parler de ce combat. En tout cas, c'était la petite aparté quand même sur ce gros combat qui était présent donc, pour cet Ares. Également, petite parenthèse pour le combat de Abubakar Yunusov qui a défendu sa ceinture également. Abubakar Yunusov qui a défendu sa ceinture, qui a mis un énorme KO. Enfin, franchement, pareil, hein, regardez le combat ou le résumé ou juste le KO. Franchement, le KO, il est magnifique. Il met vraiment des patates, mais de zinzin. Il prend, comment dire, il prend de l'élan, il lui met une, deux. Puis le couche, enfin, franchement, c'est exceptionnel, hein. Aboubacar, il tourne un peu un rond à l'arrêt, malheureusement, c'est pas de sa faute, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité. Donc, bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais en tout cas, vraiment très, 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 très intéressant. Je vous rappelle, hein, bien sûr, qu'Aboubacar Yunusov, il est champion donc, bantamweight des 61 kilos. La catégorie à l'UFC, vous allez retrouver, bah, là, on avait Chito Vera, il me semble, qui a combattu ce soir-là. On a le champion actuel des 61 qui est Merab, bien sûr, Merab Dvalishvili. Oumar, Sean O'Malley, enfin il y a du très très beau monde. Moi j'ai bien envie de voir ce que pourrait faire un Aboubacar là-bas. En tout cas les amis, on va se concentrer maintenant sur la carte de l'UFC au Canada. Il me semble que c'était à Vancouver, vraiment des combats très très intéressants. Je vais commencer donc du main event jusqu'au dernier combat, bien sûr. On va commencer avec le combat, donc le main event qui opposait Brendan Allen versus Derrider. C'était le combat le moins bon de la carte. Je vais être honnête, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi je ne suis pas un très grand fan du grappling. J'aime le grappling efficace, efficient, comme disent les Anglais. Et donc forcément, vous me mettez un combat de Charles Oliveira, bah là je vais être en extase. Vous me mettez du Ilia Topuria, vous me mettez du Islam, bah là c'est du beau grappling, il n'y a pas de souci. Mais là, Allen Derrider, c'était beaucoup de contrôle, hein. De toute façon, je vais en revenir très rapidement. Mais on est arrivé, je crois, au quatrième round avec 15 minutes de contrôle en tout. 5 minutes de contrôle de Reader, 10 minutes de contrôle de Allen. C'était plutôt compliqué comme combat. En tout cas, c'était quand même un combat qui était intéressant d'un point de vue sportif, car on était dans la catégorie des middleweight. La catégorie, donc moins de 84 kilos, il me semble, là où Nassourdine Imavov est premier de la catégorie. Il avait battu Caillou Bourayo ou Caio Bourayo. Il avait combattu également Brendan Allen. Il avait combattu Jarrod Cannonier. Donc voilà, la catégorie, vous commencez à la connaître. Le champion actuel, c'est Ramzat Chimaev, hein, qui avait battu Dricus du Plessis il y a quelques temps. Donc une catégorie qui bouge beaucoup. Et donc ce combat, c'était un peu voilà. Si De Reader faisait une grosse perf, par exemple un KO première ronde, il aurait été possible que ce soit lui qui aille vers le title shot. Il est important de savoir que de base, De Reader ne devait pas affronter Allen, mais devait affronter Hernandez. Hernandez qui était sur une belle ascension. Donc c'était un combat qui était déjà un peu plus logique d'un point de vue sportif. Allen, c'était pas trop logique, mais parce que Allen avait été battu par Nassour. Donc là, du coup, vu que Allen a gagné notamment ce combat, bah, c'est pas très logique d'envoyer Allen face à Ramzat, hein. Je pense que ça ne se fera pas du tout, puisque Nassour a battu Allen. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que j'ai noté sur le combat, c'est qu'on a beaucoup de contrôle de Reader sur le premier round notamment, avec quelques frappes. Le deuxième round, je vais aller très vite parce que c'est pas un combat qui m'a vraiment passionné, les amis. Mais le deuxième round, il est plutôt pour Allen. Troisième round, plutôt pour De Reader. Triangle de corps au bout de 1 minute du round, c'est-à-dire que De Reader, il arrive directement, il met un triangle de corps. Triangle de corps, j'en ai déjà parlé sur les précédents podcasts normalement, mais c'est lorsque vous arrivez à verrouiller une jambe au niveau du buste de l'adversaire. Donc ça, j'en avais déjà parlé normalement. Mais après, c'est vrai qu'on a un super renversement de Allen. Allen qui avait effectué déjà 2 renversements au cours du combat. Et il finit le round plutôt pas mal, car il arrive à infliger quelques dégâts. Par contre, on a vite notifié que De Reader, il avait l'air extrêmement fatigué à la fin du troisième round. On se dit, waouh, c'est plutôt bizarre quand même. Quatrième takedown aux premières secondes. Donc du quatrième round, c'est Allen, hein, qui inflige un énorme takedown à Derrider. On voit qu'il arrive pas, qu'il est vraiment super fatigué, qu'il bouge pas. Donc c'est le round où je crois il y a 5 minutes de contrôle pour Allen, où vraiment Derrider il est sur le dos, il bouge pas, il y a des frappes un peu partout. Et du coup en fait à la suite de ce quatrième round, eh bien Derrider ne se relève pas. Enfin il se relève, il s'assoit sur son tabouret et il décide d'arrêter le combat, de ne pas continuer sur la 5e reprise car il était un peu trop fatigué. Alors ça, bah, voilà, s'il ne se sentait pas de reprendre, ça c'est pour lui, hein, parce que vaut mieux qu'il arrête comme ça plutôt qu'il reprenne, qu'il soit fatigué et qu'il se prenne un KO. On est tous d'accord sur ça. Donc en tout cas, c'est Allen qui gagne par abandon, du coup j'imagine.
En tout cas, voilà, c'était un combat plutôt soporifique. Notamment, par contre, ce qui était intéressant, c'est que The Reader avait quand même un bon JJB. C'était un combat un peu de JJB, lequel allait infliger son rythme. Et là, on a bien vu que Derrider, Derrider était moins solide que Allen. Gros problème de cardio. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était malade, un staphylocoque, peut-être, c'est possible. Parce que là, il avait vraiment pas la pêche. Donc, plutôt intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant de retenir de ce combat, c'est que normalement, Nassourdine devrait sûrement être le prochain pour le title shot contre Khamzat Chimaev. On continue avec un autre combat. Donc, franchement, les deux derniers combats, c'était pas les meilleurs de la carte. Là, on avait Hollande contre Malot. Alors un combat un peu spécial également, car dans le premier round en fait, Hollande se prend deux coups je crois, deux coups dans les parties. Et ça nique un peu le combat, hein. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est vrai que ça endommage un peu le combat. Parce que là, donc Malot inflige deux gros coups dans les parties. Hollande, il a beaucoup mal. Il a du mal à terminer le premier round. Et donc, il est pas trop dans le combat. Les kicks sont vraiment très mous. Des kicks fouettés un peu comme karaté, mais qui sont pas explosifs. Donc, ça sert vraiment à rien du tout, quoi. Et Malot, il est là, du coup, lui, il est quasiment tout frais. Donc, il est vraiment là pour faire mal. Des gros dégâts, beaucoup d'impact. Sur le troisième round, on a une grosse tentative de soumission de Malot avec un bras-tête. Franchement, il était pas loin, Hollande, de se prendre cette soumission, mais il arrive quand même à partir. Et après, Malot, très intelligent, gros takedown qui lui permet de sécuriser le round. Et donc Malot, décision globalement. C'était pas un combat qui était exceptionnel, surtout que les combats d'avant étaient vraiment incroyables. Donc du coup, c'est vrai que les deux derniers combats de la carte, hein, donc Allen Derrider et Malot Hollande, c'était pas très très ouf. Mais c'est pour ça qu'on va aller plutôt rapidement. Donc c'est plutôt un no combat de Hollande, notamment dû à ses coups dans les grosses parties. Malot était plutôt intéressant dans le striking, très dur. Des coups qui font vraiment mal, des bons directs en 1-2 qui font vraiment mal en ligne, donc plutôt intéressant. On va parler ensuite de Marlon Vera contre Zahabi, combat plutôt intéressant également. Sur le premier round, pas grand chose à noter, à part un gros travail de feinte des deux. Les deux se cherchent avant d'attaquer, hein, c'est ce que j'ai noté. Marlon Vera, c'est quelqu'un qui met pas beaucoup de débit, qui aime imposer son rythme et vraiment appuyer et faire mal. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Bon crochet avant de Vera. Les deux changeaient beaucoup de garde, donc c'était compliqué de savoir qui était en gaucher, qui était en droitier. Les deux changeaient vraiment pas mal de garde, mais un bon crochet avant de Vera qui rentrait pas mal dans Zahabi. Deuxième round, knockdown avec un jab pour Vera. Alors ça les amis, c'était vraiment incroyable, hein. Donc là on avait vraiment ce petit temps fort de Vera qui arrivait à mettre son pressing, qui arrivait à cadrer vraiment lentement mais sûrement Zahabi. Et à un moment, Vera il sort un jab et il arrive à faire un knockdown. Donc c'est à dire qu'avec un jab il arrive à coucher Zahabi, il tombe, il fait une roulade. Et là c'est un gros temps fort pour Vera. Pour moi, il y avait un bon pressing, mais il aurait pu accélérer et je pense qu'il aurait vraiment pu finir ce combat s'il avait vraiment mis une grosse série. Parce que il était plus trop là, Zabi, hein. Il était en train de se déplacer, de faire les quatre coins de l'octogone, mais quatre coins, plutôt tous les coins de l'octogone. Mais il avait du mal. Pour moi, il y avait peut-être moyen de le finir. Enfin, en tout cas, il l'a pas fini. Donc, forcément, premier round plutôt pour Zahabi, je pense. Pour moi, c'était plutôt ça. Deuxième round, forcément pour Vera. Ça aurait même pu être un 18, sauf que Zahabi il finit quand même pas mal fort la fin du round. Il a réussi à récupérer, donc c'était plutôt intéressant. Et donc, troisième round, Zahabi arrive à contrôler, à mettre un peu plus de débit et de coups que Vera. Donc plutôt intéressant. Zahabi avait une anglaise un peu en carapace shell, hein, vous savez, donc il essaie de se protéger un peu avec son épaule. Alors bien sûr, c'est pas du tout du niveau de Mayweather, mais on pouvait noter ça. Il avait une anglaise plutôt relâchée, donc c'était intéressant parce que du coup les coups partaient plutôt rapidement, vu qu'il n'avait pas besoin de contracter. Vous savez, en fait, en anglaise, même globalement, hein, plus vous êtes dur avec les membres, bien plus ça va être lent d'envoyer un coup. Alors que si vous êtes vraiment rapide, si vous avez regardé la Jimmy no Hippo, hein, c'est un peu comme je sais, Masashi, je sais plus, celui-là qui a le flicker jab, donc vraiment un jab vraiment très très lent, relâché, on le voit pas venir tellement il est relâché. Zahabi, il avait vraiment ce style de coup vraiment très rapide, très relâché, c'était plutôt intéressant à voir. Notamment quelque chose à notifier, c'est qu'à quelques secondes de la fin du troisième round, donc de la fin du combat, on a eu quand même une dinguerie de la part de Zahabi, il a failli se faire KO.
Avec l'excitation de la fin du round, il a voulu se faire un peu une bagarre à la fin, sauf il s'est pris un gros coup quand même, donc ça aurait pu virer un peu au cauchemar. En tout cas, voilà, c'était plutôt intéressant ce combat. Zahabi par décision, Vera qui perd. Décision logique pour ma part, hein. Je voyais premier round et troisième round pour Zahabi. Peut-être un 18 sur le deuxième round, mais moi ça n'a pas été choquant. On passe donc maintenant à un enchaînement de combats incroyable. Fiorot et Jourdain. On va d'abord parler de Manon Fiorot qui affrontait Jasuda Vicious. Combat plutôt intéressant qui a été expéditif puisque Manon Fiorot gagne par TKO au premier round. Franchement, je vous conseille de voir hein, le KO. Franchement, magnifique. Manon Fiorot, très très puissante parce que je vous rappelle qu'on est dans les catégories féminines. Ça frappe pas fort normalement, hein. En fait, théoriquement, plus vous descendez dans les catégories, donc déjà chez les hommes, moins ça frappe fort, c'est normal. Mais alors chez les femmes, ça frappe encore moins fort. C'est tout à fait normal, hein. Il n'y a rien de sexiste, c'est juste la vérité. Sauf que Manon Fiorot, là, elle a réussi à mettre un gros KO, sachant que c'est ce qui lui manquait un peu dans sa carrière pour mettre un peu de hype. Là, elle a un gros highlight. Fallait qu'elle revienne en plus de la défaite face à Valentina Shevchenko. Donc fallait qu'elle revienne de cette défaite. Et donc ce KO TKO vraiment très intéressant. Bras arrière plongeant. Ensuite elle suit donc avec quelques genoux qui passent pas, un grand endpound. Et puis Jasuda Vicious elle n'était plus là, hein. Franchement elle était KO, elle était morte. Donc morte façon de parler bien sûr, mais voilà elle était vraiment out. Donc vraiment grosse perf de Fiorot. Je suis très content pour elle parce que j'imagine qu'elle a dû beaucoup travailler pour revenir. Elle avait dit qu'elle allait essayer en tout cas de mettre beaucoup plus la forme, qu'elle allait tout donner pour avoir un finish plutôt que d'essayer d'avoir une victoire. Et donc là, ça s'est vu. Mais en plus de ça, en plus d'avoir le finish, elle a eu la victoire. Donc vraiment incroyable. Ensuite, on a eu le combat de Jourdain contre Grant. Pareil, finish exceptionnel. Coup de genou, sauté, arrière. On avait l'impression que Jourdain, il était en train d'essayer de toucher le plafond de la salle. Il a volé. Le genou se prend vraiment pile dans le nez. C'est horrible. Ouais, franchement, Grant, je pense que là, il doit passer une sale journée. Énorme KO de Charles Jourdain par genou sauté. Ensuite, après, il s'écroule, Grant, et Jourdain arrive avec un étranglement arrière guillotine, je crois. Je me rappelle plus trop hein, parce que j'avais vu ça ce matin. Mais en tout cas, voilà, il finit en soumission parce qu'il était forcément un peu sonné. Moi, j'avais bien apprécié les déplacements de Charles Jourdain. Plutôt intéressant. Mais bon, c'était le premier round, hein. Généralement, dans les premiers rounds, les amis, les adversaires se cherchent un peu, feintent, essayent de savoir ce qui va pouvoir marcher, testent un peu la pression. Donc, généralement, c'est là où il y a vraiment le travail de feinte, le travail de pression, de déplacement. C'est là où tout le monde pose un peu ses pièges. Et donc, ce KO, il arrive, voilà, vraiment magnifique, genou sauté, puis étranglement arrière. On finit cette soirée avec donc le premier combat de la carte, Nelson versus Frevola. Frevola, un habitué de l'UFC et un habitué des Français surtout, hein, puisqu'elle avait déjà perdu par KO, par high kick face à Benoît Saint-Denis il y a quelques années de cela au Madison Square Garden, mais il a également perdu par KO face à Faresiam lors du dernier UFC Paris de l'année dernière, pardon, pas de la semaine dernière, de l'année dernière, hein, le gros coup de genou sauté en rupture de contact. Frevola qui a un gros souci de rupture de contact, hein, c'est-à-dire, je vous en avais déjà parlé, mais en gros, dès que vous êtes en sortie de clinch, c'est ce qu'on appelle une rupture de contact. Dès que vous avez une transition de... Comment dire, une transition de combinaison, de moments. En fait, tous ces moments de flottement, c'est ce qu'on appelle donc des ruptures de contact. Et donc, il y avait vraiment un gros travail à faire sur ce point-là. Nelson et le coach de Nelson, je pense qu'ils ont axé aussi beaucoup de choses par rapport à cette rupture de contact, puisqu'on a aperçu pendant le combat que pas mal de fois, Nelson, dès qu'il y avait ces petits moments de flottement, bam, il essayait de mettre un petit high kick, un coup de genou, un coude. Et donc là, c'était plutôt intéressant. Énorme knockdown de Nelson. Donc sur le premier round, Frevola mettait beaucoup la pression. Il a commencé très très fort, comme souvent. Frevola aime commencer fort. Sauf que malgré cela, en fait, Nelson arrive à mettre un gros knockdown, à infliger un knockdown à Frevola. Il tombe, il est plus trop là. Gros ground and pound. Et là, il y a eu une petite erreur d'arbitrage puisque... il restait 3 secondes au timer, sauf que l'arbitre a arrêté le combat parce qu'on était à 3 secondes du coup de la fin du round. Et du coup, les commentateurs, mais même nous, on a cru que c'était un stoppage, hein, que c'était juste un TKO de la part de Nelson face à Frevola. Sauf que non, en fait, c'était juste la séparation
des deux combattants pour donc l'interstice des rounds. Même Nelson a cru qu'il avait gagné par TKO, mais non. Du coup, round 2, Frevola contre Nelson. Frevola, limite, pour moi, il gagne le deuxième round, hein. Il est quand même un peu plus actif. C'était plutôt intéressant. Frevola a quand même une garde très très rigide, hein. Son striking, il est quand même un peu spécial. Je pense qu'il frappe très fort, mais bon, voilà, c'est quand même un peu rudimentaire. Ils envoient quand même des belles jambes. Surtout en rupture de contact, notamment pour Nelson, des bons coudes. On a une sorte de garde un peu Muay Thai pour Frevola, je m'explique, vous savez, la garde Muay Thai, vous avez les coudes un peu vers l'avant, les mains un peu devant, et les Thaïs aiment beaucoup tapoter avec leurs jambes avant. Ils aiment beaucoup tapoter, notamment pour bloquer. En fait, ce tapotement de la jambe avant permet de bloquer, permet d'envoyer une jambe, d'envoyer par exemple, je sais pas, un front kick sauté. Enfin, c'est vraiment vu qu'on n'est pas ancré, eh ben, on peut faire beaucoup de choses avec cette jambe qui est un peu en appui, sans être en appui, qui est un peu en rebond. Donc on voyait Frevola pas mal utiliser cette jambe-là. Donc pour moi, le deuxième round, pour Frevola, hein, qui revient un peu des enfers, parce que je vous l'ai dit, il était vraiment à deux doigts d'être terminé. Gros knockdown, gros ground and pound, et malheureusement, heureusement pour lui, il arrive quand même à gagner ce deuxième round. Frevola arrivait bien quand même à faire des petites combinaisons de points-pieds, pieds-points. Il commence avec des points, il finit avec des jambes. Ça, c'est intéressant, notamment pour scorer lors des rounds. Par contre, Nelson avait également un beau travail de jambes, notamment en kick isolé, en switch kick. Donc, vous savez, le switch kick, c'est lorsque vous avez la jambe avant, jambe arrière en garde, et qu'en fait, vous changez. C'est-à-dire, en envoyant un middle sur la jambe avant, vous faites un switch, vraiment, vous changez de garde, et bam, vous envoyez directement le kick avec la même jambe. Donc là, c'était plutôt intéressant. Bon round de Nelson, avec un peu plus de sol. Tentative de takedown, contrôle, Nelson essayait de chercher pas mal de positions. Là, on avait un round plutôt axé sol. Frevola était un peu fatigué. Et donc, c'était vraiment, niveau game plan, c'était parfait. Parce que là, tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de combat. Comment dire, genre de combat académiquement qui est top. C'est-à-dire que Nelson, gros premier round, nettement, on aurait pu lui mettre un 18 facilement. Deuxième round, il le perd, ça peut arriver, hein, voilà, il revient. En plus, on a eu ces montagnes russes où il a cru qu'il avait gagné le combat, il doit se remettre dedans, il le perd. Troisième round, il n'a pas envie de se prendre la tête à être un peu indécis. Il utilise une autre dimension du MMA, le sol, il fait des contrôles, il met des frappes et il arrive logiquement à gagner ce combat. Frevola est donc sur une série de défaites, hein, c'est pas top pour lui, commence à être un peu vieux, sur combat il a pris quand même un gros knockdown, pas mal de dégâts. C'est son dernier combat, c'était Faresiam, gros KO. Donc bon, ça commence à être un peu dangereux pour Frevola, il faut faire attention. En tout cas, cette soirée UFC Vancouver, vraiment des très très gros combats, hein. Sincèrement, cette main card, l'enchaînement Nelson Frevola, Jourda Grande, Fioro Jasvidavicius, franchement les amis, c'était magnifique, hein. Puis après, même Vera Zavi, c'était bien. C'est juste, ouais, Hollande Malotte et Allen Degrider. Allen Degrider, de toute façon, ça fallait s'y attendre. Mais Hollande Malotte aussi, c'était bien sans être bien. Mais en tout cas, ouais, grosse carte, gros week-end, hein, de MMA. Je n'ai pas parlé de tout, bien sûr. Il y a aussi la victoire de Yassine Bouganem, donc le frère de Youssef Baganem, par KO. Il y a eu aussi le combat de Damien Lapillus qu'il a perdu malheureusement par étranglement arrière. On a eu pas mal de combats. La semaine prochaine, les amis, on a Cyril Gane qui va combattre. Et oui, je vous rappelle, Cyril Gane contre Thomas Pinal pour la ceinture des poids lourds. C'est la semaine prochaine à Abu Dhabi. Vraiment, combat de fou. Combat de fou. On aura peut-être, j'espère, le premier champion français de l'histoire, incontesté, hein, parce que Cyril Gane avait déjà été champion intérimaire, mais là c'est incontesté. Sincèrement, pour moi, il a clairement les armes pour le faire. Il peut également perdre, hein, parce que Thomas Pinal, c'est du très très lourd. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Les amis, j'espère que cet épisode de Fighters vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début d'épisode, de partager, de mettre une petite note, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighters.